ce mardi 26 juillet. 6 nouveaux projets d'accord sont sur la table des travaux des experts ivoiriens et burkinabés à Yamoussoukro. Les plénières des différentes commissions avancent comme prévu. Nous irons également à la frontière ivoiro-burkinabé pour voir si la libre circulation des personnes et des biens est une réalité. Bientôt, un dispositif médical d'urgence au Burkina Faso. Les spécialistes des questions de santé, de sécurité et de défense examinent le projet de décret. Le dispositif médical d'urgence permettra une prise en charge appropriée des victimes en cas de catastrophe naturelle ou d'attaque terroriste. Et puis en France, les terroristes ont encore frappé. 2 individus ont assassiné ce matin un prêtre dans une église de Rouen. Les terroristes ont été abattus par la police. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Le Vatican condamne un meurtre barbare. L'amélioration de la qualité des télécommunications au Burkina Faso était le point d'orgue de l'entretien accordé ce matin par le président du Faso au président du directoire de Maroc Télécom. Roch Marc Christian Kaboré a également reçu le représentant résident de l'UNICEF au Burkina Faso en fin de mission. Le point avec Jean Zongo et Moumouni Soubeiga. Le président du directoire de Maroc Télécom est la première personnalité reçue par le président du Faso. Abdeslan Ahizoun a d'abord félicité Roch Marc Christian Kaboré pour son élection à la tête du Burkina avant de solliciter ses conseils pour améliorer les performances du Maroc Télécom. Le président de la République a accordé une très grande importance à ce secteur vital de l'économie du pays et surtout un secteur qui modernise la société et l'économie du pays. Il m'a donné à cet égard ses orientations pour développer et accélérer le développement des télécoms. Et il m'a demandé de réfléchir à des plans d'urgence pour accélérer les infrastructures des télécoms dans le pays, ce que nous allons faire. La deuxième personnalité reçue par le chef de l'État est le représentant résident de l'UNICEF au Burkina. En fin de mission, Marc Rubin a tenu à faire le point des acquis engrangés par son institution. L'UNICEF au sein des Nations Unies, au sein de l'équipe des Nations Unies, soutient les différents ministères, le gouvernement. Donc les avancées qui ont été faites par le gouvernement en matière de santé, sur la gratuité des soins, sur la mise en place des politiques de nutrition par exemple, sur l'éducation des filles, et sur l'hygiène et l'assainissement rural et urbain. Ce sont des avancées qui sont très importantes et que je pense que le Burkina est bien placé pour continuer à faire ses progrès. Le représentant de l'UNICEF a également félicité le président du Faso au sujet de l'adoption du PNDS, le plan national du développement économique et social. Une délégation du Lions Club a été reçue ce matin en audience par le Premier ministre. Elle est allée échanger avec le chef du gouvernement sur la politique de l'État en matière de santé et d'éducation. Le point avec Issa Kafando et Mounira Kéré. Le Lions Club veut s'insérer dans la dynamique du gouvernement burkinabé. Chez Paul Kabatieba, une délégation avec à sa tête le gouverneur pour l'année 2016-2017 du district 403A1 du Lions Club est venu s'imprégner de la politique du gouvernement au profit des plus démunis. Nous avons eu un Premier ministre où les priorités sont exactement les mêmes priorités que nous. Et aujourd'hui, notre État, c'est travailler à améliorer le capital humain. Et améliorer le capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est travailler sur les problèmes de l'université parce que c'est quand même la matière grise d'un pays. Et puis, c'est faire en sorte qu'il y ait la bonne gouvernance. Et nous, quand il y a la bonne gouvernance, nous travaillons avec quiétude sans problème. Et lorsque on arrive à résoudre les problèmes de l'éducation, le thème de mon mandat, c'est l'enfance. Et j'ai senti que le gouvernement est très sensible à ça également. Il existe au Burkina 44 clubs de Lyon. Cette visite chez le Premier ministre est une occasion pour le président du district 403A1 de remercier le gouvernement pour le soutien que ces clubs bénéficient dans la réalisation de leurs activités.
La 26e édition des Journées nationales de la qualité a débuté ce matin à Ouagadougou. Ces journées sont une occasion d'expliquer l'importance de la qualité dans le développement des entreprises. Ce rendez-vous est placé cette année sous le thème Burkina 2025, de l'effervescence à l'émergence par la qualité et la productivité. Des détails avec Mokhtar Ouedraogo et Olopoda. Un Burkina émergent à l'horizon 2025, la 26e édition des Journées nationales de la qualité ouvre le débat. Il est ici question de discuter sur la place des démarches qualité et productivité dans les choix stratégiques. À travers ces journées de la qualité, l'association burkinabé pour le management de la qualité et ses partenaires veulent apporter leur contribution dans le maintien du Burkina sur les rails de l'émergence. Burkina 2025, de l'effervescence à l'émergence par la qualité et la productivité. C'est pour montrer aux entreprises que nous devons accompagner l'État dans sa démarche et l'État aussi doit nous accompagner pour que nous puissions à terme faire du Burkina un pays émergent. Conscientiser les entreprises publiques et privées sur la notion de qualité, l'enjeu est de taille et ces 26e journées nationales de la qualité visent à montrer aux entreprises que faire de la qualité, c'est participer au développement du Burkina à travers des ressources humaines bien formées pour une administration citoyenne. Apprendre à produire des biens et des services également qui coûtent moins cher. Et c'est à ce prix-là que non seulement nous allons arriver à conquérir notre marché national, mais que nous arriverons également à exporter nos biens et nos services, créant ainsi de la richesse pour notre économie nationale. Plusieurs activités sont au programme de cette 26e journée nationale de la qualité, qui est une occasion pour inviter l'opinion nationale à mettre la politique de qualité au cœur des entreprises. Après le palais de Kosiam hier, Maître Barthélémy Kéré était à l'hémicycle aujourd'hui. L'ancien président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est allé remettre son rapport de fin de mandat au président de l'Assemblée nationale, Paul David Bambara, Oumar Zombré. Maître Barthélémy Kéré, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante CENI, est venu s'acquitter d'une obligation légale en remettant son rapport au président de l'Assemblée nationale. Un rapport qui est une synthèse des années passées à la tête de la commission et qui contient aussi des pistes en vue d'améliorer les processus électoraux à venir. On a fait un bilan global de capitalisation des acquis, mais également d'identification d'un ensemble d'insuffisances que nous avons vécues. Sur la base de cela, nous avons, étape par étape, depuis donc, le début du processus, sur la question du fichier électoral, jusqu'à la détermination des différents sièges, nous avons placé un certain nombre de recommandations pour que ceux qui vont nous succéder puissent effectivement trouver matière à pouvoir améliorer le processus électoral. Et bien entendu, parfois, ils ne peuvent pas améliorer tant que la loi elle-même n'a pas changé. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bien pour nous que la représentation nationale soit destinataire effectivement de ces différentes recommandations, qu'ils puissent les étudier et voir avec l'ensemble des acteurs qu'est-ce qui peut être fait pour l'amélioration du processus électoral. Ce rapport est une copie de celui remis au président du Faso hier à Kosiam. Après son passage à la CENI, Maître Barthélémy Kéré dit repartir au prétoire. Cependant, il nous a confié qu'il reste disponible pour des consultations afin de partager son expérience à toute structure qui serait intéressée. Élu hier à l'unanimité par les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante, le nouveau président de la CENI, Newton Ahmed Bari, prêtera serment le mercredi 27 juillet au Conseil constitutionnel. Qui est Newton Ahmed Bari? Quel est son parcours? Des éclairages dans ce portrait signé Bouma Ernest Nebier. Newton Ahmed Bari est né le 26 février 1964 à Garango, Burkina. Journaliste de formation, il a d'abord servi dans les médias d'État avant de rejoindre la presse privée en 1998. Il était déjà journaliste à la télévision nationale, chez vous-même. Sa démarche vers la presse écrite a été rendue possible par des circonstances malheureuses, n'est-ce pas, du décès de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'est ainsi qu'il nous a rejoints lorsque nous étions donc à l'Indépendant.
Après l'Indépendant, il devient rédacteur en chef du bimensuel L'événement. Il nous est à un moment venu l'idée de créer l'événement et ça s'est passé en 2001. Nous avons donc continué l'aventure ensemble pendant 15 ans et aujourd'hui, évidemment, il a voulu faire autre chose. Journaliste d'investigation, selon son collaborateur Germain Bitiou Nama, il a des talents irréprochables. C'est quelqu'un qui travaille. Il travaille beaucoup, ça c'est bien connu. Des qualités mais aussi des défauts comme tout être humain. C'est un éternel retardataire. Vous ne pouvez pas compter sur lui à une heure précise pour qu'il amène son papier. Et je crois que c'est un de ses grands défauts. Un défaut qui n'enlève rien à la rigueur de l'homme dans son travail. Une rigueur qui, selon Germain Bitiou Nama, est un atout pour lui pour mieux accomplir sa mission à la tête de la CENI. Le milieu de l'organisation des élections n'est pas étrange au nouveau président de la CENI pour avoir été dans le temps directeur de la communication de la première commission électorale indépendante du Burkina. Il a participé en 2002 à une mission d'études sur les élections générales en Allemagne. Spécialiste de l'information sur les scrutins électoraux, Newton Ahmed Bari a une connaissance parfaite des lois électorales. Il est entre autres consultant politique et formateur en gestion de projets et en résolution de conflits. Les travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération se poursuivent à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, entre experts ivoiriens et burkinabés. Outre les projets d'infrastructures routières et ferroviaires, l'ordre du jour s'est enrichi de 6 nouveaux projets d'accord. Les experts sont optimistes. Il n'y a plus d'entrave technique à la signature des différents accords. Gérard Sommet, Jérémy Sié Koulibaly. Pour ce deuxième jour de discussion, experts burkinabés et ivoiriens sont à pied d'œuvre pour notamment évaluer les décisions et recommandations issues de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération et valider les projets d'accord à signer lors de la 5e conférence au sommet des chefs d'État prévue ce 29 juillet à Yamoussoukro. 10 projets d'accord avaient déjà été identifiés avant le début de ces assises du TAC. Et 6 nouveaux viennent d'être mis sur la table de discussion, ce qui porte à 16 le total des accords qui pourraient être signés à l'occasion de ce 5e TAC. Des domaines comme la culture, la technologie, l'enseignement professionnel et la recherche sont concernés et la liste n'est pas exhaustive. Sans conteste, la principale avancée est dans le domaine du commerce. De sources proches de la rencontre, experts ivoiriens et burkinabés se sont finalement entendus sur la signature d'un accord de facilitation des activités de la Chambre de commerce du Burkina en Côte d'Ivoire, un projet qui est sur la table de négociation depuis 2011. L'autre avancée significative porte sur l'approvisionnement du Burkina en hydrocarbures avec la réalisation d'un pipeline Abidjan-Ouaga. Il est question pour l'État burkinabé, à travers la SONABI, de prendre une participation au capital de la société propriétaire du pipeline à hauteur de 10%. Sur ce dossier également, les choses sont en bonne voie. Il reste toutefois que l'ensemble des dossiers discutés par les experts doit d'abord passer le filtre du Conseil conjoint de gouvernement prévu ce 28 juillet avant leur validation. Conseil conjoint pour lequel le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba est attendu ici à Yamoussoukro dès ce mercredi. Les questions d'intégration sont bien sûr au centre de ce traité d'amitié et de coopération. Au moment où les experts discutent des aspects politiques et théoriques à Yamoussoukro, une de nos équipes s'est rendue à la frontière entre les deux pays pour en savoir plus sur les relations qu'entretiennent les populations de part et d'autre de la frontière et sur la libre circulation des personnes et des biens. Le point avec Draman Kaboré. Nous sommes au corridor Burkina Faso-Côte d'Ivoire sur la nationale numéro 12, route Gawa-Doropo. Ici, les populations burkinabées et ivoiriennes entretiennent depuis des années des relations de fraternité et de solidarité. Il n'y a pas eu de problème avec les Ivoiriens, autorités comme paysans. Voilà, parce que nous tous nous sommes des frères. On quitte ici, on va jusqu'à Dropo, même Bouna. Si tu n'as pas tes papiers, on doit te demander. Parce qu'un être humain même doit avoir ses papiers. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO
n'est également pas une réalité pour les populations burkinabè vivant à Doropo au nord de la Côte d'Ivoire. Je fais Doropo-Ouaga. Pratiquement, ça dépasse une année présentement. Bon, les difficultés qu'on trouve, c'est que nos parents sortent sans pièces. Et surtout au côté ivoirien, ils nous demandent les vaccinations. Nos parents n'ont pas de pièces. Si la personne même a la pièce et il n'a pas la carte de vaccination, ça se comprend. Mais la personne même n'a pas la pièce. Il veut quitter chez lui pour aller à l'étranger et il n'a pas la pièce. C'est ça le problème. Une fois que tu as la carte consulaire, la police ivoirienne encore te demande la certificat de résidence. Tu sors la certificat de résidence, tu te demandes une vaccination. Si tu ne connais pas, on te dit de payer 2 000 ou bien 3 000 avant que tu passes. Tu dis que tu ne payes pas, tu es psychique fou. On te fait descendre. Les populations souhaitent que le 5e sommet des traités d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire prévu du 28 au 29 juillet 2016 à Yamoussoukro se penche sur la réalisation des infrastructures sanitaires au niveau des villes frontalières. Elles émettent le vœu de voir une fluidité du trafic entre les deux pays frères. Le projet de décret portant création d'un dispositif d'intervention médicale d'urgence est en cours d'analyse. Les experts des ministères de la Santé, de la Sécurité intérieure et de la Défense nationale écument le texte. Le dispositif d'intervention médicale d'urgence permettra la prise en charge rapide des victimes en cas de catastrophe naturelle ou d'attaque terroriste. Amadou Ilboudo, Maïmouna Traoré. Les experts en santé sont unanimes. Au Burkina Faso, il n'y a pas de système de secours médicalisé capable de se déployer urgemment hors des formations sanitaires et d'assurer adéquatement le transport médicalisé des victimes vers les formations sanitaires. Et pourtant, le risque de survenue d'événements entraînant de nombreuses victimes croît. C'est donc par anticipation que le gouvernement veut mettre en place un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Le 15 janvier dernier, 2016, vous avez vu nous avons fait l'objet d'une attaque terroriste et ça n'a pas été facile et il a fallu que les gens se surpassent et ça a été l'occasion pour nous de nous rendre compte qu'il faut mieux s'organiser et mieux avoir un dispositif qui réponde à ce genre de situation. Depuis le 6 février, des experts des ministères en charge de la santé, de la sécurité et de la défense nationale se sont mis à la tâche et ont élaboré un projet de décret portant création, attribution, organisation et mise en œuvre d'un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Le déploiement nécessitera des moyens, entre autres des moyens logistiques pour transporter ces personnels, des moyens techniques pour assurer les soins, une espèce de mini-hôpital mobile. C'est le lieu ici pour les participants à cette rencontre d'échanger et d'amender le document qui sera transmis en Conseil des ministres pour adoption. Les acteurs du domaine de la justice et des représentants des organisations de la société civile sont réunis à Koudougou pour de larges concertations sur la justice. L'objectif est de recueillir les avis et les suggestions des OSC pour une justice crédible et accessible à tous. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. La corruption est un fléau qui mine dangereusement notre société. Elle constitue même une des causes de l'inaccessibilité à la justice qui est pourtant un droit fondamental. Bien qu'une loi et des dispositifs existent pour prévenir et réprimer le fléau, le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène a toujours la peau dure au Faso. Pour l'anéantir, estiment les autorités en charge de la justice, un effort collectif s'impose. Il faut que tous les acteurs s'impliquent davantage pour que nous puissions vraiment rompre la chaîne de corruption. En expliquant aux OSC qui interviennent dans la chaîne de la justice, on arrivera quand même à diminuer ce phénomène. Lutte contre la corruption, quelle stratégie pour un meilleur accès à la justice? C'est autour de cette thématique qu'experts du droit et organisations de la société civile réfléchissent à Koudougou. Il y a l'axe corruption, deux communications seront portées sur ça,
à savoir l'impact de la corruption. Et deuxièmement, on va se pencher sur la loi même en tant que telle qui porte prévention et lutte contre la corruption. Le dernier axe qui va porter sur la question de l'assistance judiciaire et plus principalement sur le fonctionnement même du fonds d'assistance judiciaire. 2 jours durant, les participants seront largement informés sur le contenu de la loi portant prévention et répression de la corruption, le fonctionnement du fonds d'assistance à la justice, souvent ignoré ou mal connu, des OSC qui prennent activement part aux échanges. Leur contribution pour l'amélioration du dispositif existant est très attendue. Le groupe parlementaire UPC a dressé ce matin à Ouagadougou le bilan des 2 premières sessions parlementaires. Il a expliqué ses prises de position au sein de l'Assemblée nationale, notamment lors du vote des projets de loi rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Le groupe parlementaire UPC a aussi donné son appréciation de l'action gouvernementale. En toile de fond des échanges avec les hommes de médias ce 26 juillet, le bilan des 2 sessions parlementaires. Les abstentions lors du vote des 2 lois de finances rectificatives sont justifiées par ce que l'UPC appelle une non-maîtrise de la dette et un tâtonnement continu. Notre groupe a avancé, entre autres raisons, la précipitation avec laquelle le gouvernement a introduit le projet de loi au Parlement. Le groupe parlementaire a voté contre le projet de loi portant allègement des procédures de passation des marchés publics. Le groupe parlementaire estime également inopportune l'innovation fiscale sur la taxe foncière et la non-maîtrise par le gouvernement des dépenses publiques. Si on prend par exemple la taxe sur le bâti et le non-bâti, chacun de vous qui a une parcelle doit être concerné par cette taxe. 75% des revenus de cette taxe profitent aux mairies. Les mairies ne sont même pas mises en place. Le citoyen lambda n'est pas informé. Il n'est pas informé, il va subir. Et du reste, au Burkina, il n'y a pas de fichier cadastral informatisé. Prenez par exemple la loi sur la bière. Quelle est la concertation qu'il y a eu? Il n'y en a pas eu. L'UPC déplore la non-maîtrise des procédures législatives et la transformation de la majeure partie des questions orales avec débat en questions écrites. Selon l'UPC, des motifs de satisfaction peuvent toutefois être relevés avec l'existence, quand bien même mitigée, de débats contradictoires au sein de l'hémicycle. Un reportage signé Nongba Kouda et Rutbini Ouattara. Un accord a été trouvé hier entre le syndicat des informaticiens et le ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Les agents obtiennent le rétablissement de leur indemnité spéciale et tous les informaticiens sont désormais rattachés au ministère en charge du développement de l'économie numérique. Le syndicat reste tout de même insatisfait au regard des différents points de sa plateforme revendicative. Nongba Kouda, Jacques Lamissa, Tarpaga. Cette poignée de main marque la fin du bras de fer entre le syndicat des professionnels des technologies de l'information et de la communication et leur ministère de tutelle. Au bout de 3 semaines d'intenses négociations, le gouvernement consent à rétablir l'indemnité spéciale des informaticiens de 30 000 avec une majoration de 5 000 francs en 2017. Le syndicat réclamait 200 000 francs pour les uns et 195 000 pour les autres. Il y aura aussi un plan de carrière. Tous les informaticiens du public seront rattachés au ministère du développement de l'économie numérique. Le syndicat estime toutefois qu'il s'agit seulement d'un accord de sortie de crise. Il faut dire qu'on n'est pas satisfait. Ça, il faut le dire, le gouvernement n'est pas satisfait parce qu'il y a beaucoup de points qui sont restés en souffrance. Nous allons observer dans les jours à venir si le gouvernement pense que le rétablissement seulement de cette indemnité-là peut en tout cas calmer un certain nombre de situations. Nous pensons que c'est une erreur. Il faut aller résoudre carrément un certain nombre de problèmes qui sont les problèmes d'injustice. En face, le gouvernement salue tout de même l'esprit de dialogue du syndicat. Les points de discorde qui restent seront débattus dans le cadre de concertation permanente mise en place. Il y a certes des points de la plateforme revendicative qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Cependant, s'inscrivant toujours dans l'esprit du dialogue, le gouvernement et le SYNPETIC s'engagent à mettre en place un cadre de concertation dans lequel toutes les préoccupations des partenaires sociaux seront désormais débattues.
La plateforme revendicative du syndicat des professionnels des TIC comportait en tout 14 points. 6 ont fait l'objet de cet accord. Eux n'ont pas encore trouvé d'accord avec leur hiérarchie. Les contrôleurs et les inspecteurs de travail font le pied de grue depuis ce matin devant le ministère en charge de la fonction publique. Leur syndicat a décrété un sit-in de 3 jours pour demander que des réponses concrètes soient trouvées à sa plateforme revendicative. Amado Iliboudo, Monkoun Dabiré. Les contrôleurs et inspecteurs du travail, de nouveau en sit-in, pour 72 heures. Le SYNACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, exige la satisfaction de sa plateforme revendicative structurée en 4 points. Nous avons l'application de l'arrêté conjoint sur les prestations en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail adopté depuis 2015. Le second point, c'est l'adoption du statut pour le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Le troisième, c'est le jugement des dossiers de nos collègues qui ont été agressés depuis 2013. Et le dernier, c'est l'organisation de la conférence nationale des inspecteurs instituée par arrêté depuis 2015. Pour le syndicat, les différents points ont fait l'objet de plusieurs rencontres avec la hiérarchie, mais jusque-là, rien de concret. Notre ministre de tutelle avait dit qu'au 30 juin au plus tard, il ferait tout pour que notre statut quitte son ministère pour aller vers le chemin de son adoption. Juste après le 30 juin, nous l'avons approché par une correspondance, il ne nous a pas répondu. Il nous a fait recevoir par son secrétaire général qui malheureusement nous a dit qu'il n'a aucune information pour nous donner parce que le ministre ne lui a rien dit. Et sur l'application de l'arrêté conjoint, il faut dire qu'il y a un budget qui est disponible et nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent ça traîne dans l'exécution. Les contrôleurs et inspecteurs du travail promettent donc de durcir le ton si aucune issue favorable n'est trouvée à leurs préoccupations à l'issue de cette manifestation. À cet effet, le SYNACIT dit avoir déposé un préavis de grève pour tout le mois de septembre. Nouvelle attaque terroriste en France. Cette fois-ci, c'est une église de Rouen qui a été visée. Un prêtre a été tué. 3 autres personnes ont été blessées. L'une d'entre elles se trouve dans un état grave. Les agresseurs, au nombre de 2, ont été abattus par la police. Le président français François Hollande s'est rendu sur place. L'État islamique a revendiqué l'attaque. L'attaque a eu lieu dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune située près de Rouen. Vers 9h30, en pleine messe, 2 individus prennent en otage les 5 personnes à l'intérieur de l'église. Ils assassinent le prêtre, Jacques Hamel, filmé ici en 2009, avant de blesser les 4 autres otages, dont l'un grièvement. Rapidement, des hommes de la BRI et du RAID sont envoyés sur les lieux. Jointe par téléphone, une voisine de l'église qui vit à quelques mètres de là raconte. La BRI ainsi que des policiers donc armés, après avoir bouclé tout le quartier, sont intervenus par l'arrière de l'église, donc sur la porte arrière. Et du coup, 2 personnes sont sorties. Et en fait, là, ils ont tiré, ils ont abattu manifestement les 2 responsables de la prise d'otage. Ils sont bruns, avec une paire de baskets, habillés un peu comme des jeunes. Ils ont plutôt l'air jeunes, la trentaine à peine. Très vite, le président de la République arrive sur place, accompagné par Bernard Cazeneuve. Je suis venu avec le ministre de l'Intérieur exprimer la solidarité de toute la nation à l'égard de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis à côté de son maire, qui a été terriblement éprouvé par le lâche assassinat du prêtre de la paroisse, par 2 terroristes se réclamant de Daesh. Quelques minutes plus tard, l'organisation État islamique revendique l'attentat, affirmant qu'il a été perpétré par 2 de ses soldats. D'après des sources proches de l'enquête, l'un des assaillants serait connu des services antiterroristes. Fiché S, il aurait tenté de rallier la Syrie en 2015. Il aurait été mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire avant d'être libéré sous bracelet électronique. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. L'élection de Newton Ahmed Barry à la tête de la CENI et les travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé sont les 2 principaux sujets à la une des quotidiens.
L'élection de Newton Ahmed Bari à la tête de la CENI alimente la une de tous les quotidiens du jour. Ainsi, à l'affiche du Pays, peut-on lire Newton Ahmed Bari élu président, et ce à l'unanimité par les 15 commissaires de la CENI, indique le quotidien. En ligne de mire de ce mandat, le vote des Burkinabés de l'étranger affiche notre temps. Pour l'observateur Palga, le nouveau capitaine de la CENI doit savoir que le moindre écart sur la voie de la bonne gouvernance qu'il n'a cessé de défendre hier dans ses éditos ne lui sera pas pardonné. Alors, bon vent, chers confrères, dira aujourd'hui au Faso. Autre actualité, 5e TAC à Yamoussoukro, les experts burkinabés et ivoiriens déjà à pied d'œuvre nous informent aujourd'hui au Faso. Pour finaliser 10 accords dont 8 du Burkina et 2 de la Côte d'Ivoire, prévus pour être signés les 28 et 29 juillet 2016 lors du Conseil conjoint de gouvernement et de la rencontre des chefs d'État burkinabés et ivoiriens. L'objectif ultime de ces accords qui couvrent des domaines très variés allant des infrastructures routières et ferroviaires à la défense et la sécurité, en passant par la diplomatie et l'intégration régionale, est d'impacter positivement le vécu quotidien des populations, renchérit l'observateur Palga. Pendant ce temps, Citoyen nous informe que la Ligue arabe est en réunion en Mauritanie pour discuter du terrorisme et de la mise en place d'une force militaire commune aux 22 pays membres de l'organisation. Dommage que le monde arabe manque de leaders charismatiques à même de fédérer les énergies vers l'atteinte des objectifs communs, déplore le pays après analyse. Merci à Aimé Solange Guigman. Merci également à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. Restez donc en compagnie des programmes de la RTP.